Aujourd'hui, je reçois Camélia, qui a une très belle agence. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des cabinets comptables dans leur croissance, que ce soit sur le recrutement ou sur l'acquisition clientèle. Donc vous allez voir, elle a une offre très particulière et très précise. Elle va nous raconter son parcours parce qu'elle a un parcours vraiment impressionnant. Elle est passée de 0 à plus de 10 000 euros par mois récurrent en moins de 8 mois. Notamment, et je pose ça là en faisant partie du coaching AGS. On a eu la chance de l'accompagner pendant 4 mois. Et aujourd'hui, elle va nous partager son parcours. Donc, concrètement, comment est-ce qu'elle a trouvé sa niche, comment est-ce qu'elle a créé son offre, comment elle a trouvé ses premiers clients, ses méthodes d'acquisition clientèle. On va vraiment entrer dans le détail de comment est-ce qu'elle a créé et organisé son agence, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement elle fait pas mal d'argent, une très bonne marge, mais en plus, elle a presque tout délégué. Donc Camélia, elle a vraiment pas déconné, elle a créé l'agence dont on rêve tous, qui fait de l'argent et qui ne demande pas de temps. Donc on va voir avec elle comment est-ce qu'elle a fait. Et si vous vous demandez ce que c'est, le coaching AGS dont Camélia parle pendant la vidéo, et ben jetez un œil ci-dessous, il y a un petit lien Calendly et on vous présente tout ça gratuitement et sans engagement bien entendu. Allez, sur ce, assez de promo, on passe à l'interview et merci encore à Camélia d'être venue et d'avoir partagé tout ça, c'était super. Salut Camélia, Hello Valentin. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, je suis vraiment content de te recevoir. T'as eu un très beau parcours et j'aimerais qu'on l'approfondisse, que ce soit dans ton aventure, comment t'as trouvé tes premiers clients, comment t'as démarré, d'où tu viens, ce que t'as accompli. Est-ce que t'es partante pour nous partager tout ça aujourd'hui? Avec plaisir et merci à toi Valentin pour l'invitation. Vraiment, ça me fait très très plaisir. Écoute, c'est toujours très cool. Écoute, je te propose de te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, donc ton agence, ce que tu proposes aujourd'hui au niveau de ton agence, puis éventuellement d'où tu viens, quel était ton background au moment où tu as lancé ton agence. Enfin, mets-nous en contexte. Ok, super. Bah, du coup, je m'appelle Camélia. Mon agence actuellement, elle propose deux services principaux, recrutement et acquisition client, donc Google Ads. Je me suis principalement nichée sur les cabinets comptables. Pourquoi? Parce que du coup, initialement, je suis expert comptable diplômé. Donc, j'ai énormément d'experts comptables dans mon réseau. Et au tout début, je n'osais pas trop aller dans cette niche. Finalement, je me suis rendu compte que c'était ce qui marchait le plus. Donc, l'agence, je l'ai depuis à peu près un an, à peu près. Et voilà, globalement, dans les grandes lignes, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi ton métier de base comme clientèle pour ton agence? Est-ce que c'est parce que tu avais repéré des points faibles dans leur façon de communiquer? Ouais, il y avait déjà ce premier point. Ça, c'était évident que niveau déjà recrutement, il y a une grosse pénurie de collaborateurs comptables. Et je me suis dit que potentiellement, ce que je faisais côté client, je pouvais le faire côté collaborateur et donc accélérer le process, débloquer pas mal de situations en cabinet. Et au-delà de ça, j'avais testé avant d'autres niches, notamment tout ce qui était paysagiste, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que le fait de parler le langage du prospect, du client, vraiment, ça débloque pas mal de situations et on parle vraiment de confrère à confrère quand je parle à un expert comptable. Et ça, dans la dynamique de la relation, ça change tout. Vraiment, ça a débloqué énormément de situations. C'est un très bon exemple du fait qu'une niche doit être un accélérateur et pas un frein, parce que très souvent on me demande est-ce que je dois me nicher ou pas, et ma réponse est toujours la même, c'est niche-toi si tu penses que ça va être un accélérateur, donc comme toi, Mm. t'as un réseau là-dedans, t'as le vocabulaire, t'as une compréhension du marché, mais ne le fais pas, c'est un frein, et dans ton cas, t'as vu qu'une autre niche pouvait devenir un frein, et dans C'est ton ça. cas, t'as trouvé ton accélérateur. Exactement. J'avais fait des BNI, etc., avec là où il y avait pas mal de corps de métier. Et j'avais direct connecté avec l'expert comptable. Et finalement, c'est même devenu un client finalement. Donc, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de signaux qui me font penser qu'il faut vraiment que je me spécialise là-dedans. Et du coup, comment ça s'est passé ton aventure en un an là? Donc tu t'es lancé il y a un an. Est-ce que Ouais. donc tu as démarré avec pas mal de tentatives diverses, t'en as parlé, un BNI, paysagiste, etc. Puis tu as choisi donc ta niche des cabinets comptables. C'était il y a combien de temps ça environ que tu t'es niché là-dessus? C'était à peu près, on va dire, avril, on va dire. Ouais, avril 2024. J'avais encore plusieurs niches, mais la niche des cabinets comptables prenait de plus en plus de place. Et dès mai 2024, je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'arrête de m'éparpiller et que je me concentre principalement sur cette niche-là, en sachant que de base, j'étais vraiment pas pour me nicher parce que je me suis dit que potentiellement, ça allait me fermer beaucoup de portes. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, clairement. Ok. Et donc en 7 8 mois à peu près, donc tu partais de zéro si je me trompe pas en termes de Ouais, revenus via ton agence, ok. ouais, Qu'est-ce que tu as complètement. réussi à construire en 7 8 mois en partant de zéro? Alors là, à date, en 7 8 mois, la partie, on va dire, acquisition client, elle est complètement déléguée. Donc, je m'occupe pas du tout de la production et ça se passe super bien. Donc, vraiment, ça me libère énormément de charge mentale à ce niveau-là. Je m'occupe uniquement de la prospection
Et même ça, d'ailleurs, je vais bientôt le déléguer. Côté recrutement, je m'occupe encore de la production, mais j'ai vraiment automatisé pas mal de points. Je me suis créé des process, des templates, etc. Donc, ça va très, très vite. Et là, dès que j'intègre un client, je sais directement où je vais, quel template de mail utiliser, etc. Enfin, c'est des petites choses qui font gagner beaucoup de temps et qui te font énormément gagner en assurance aussi. Et derrière, ça renvoie une image super pro en plus auprès des clients. Et c'est vraiment un effet boule de neige, quoi, qui se met en place. Ça, Et c'est en termes de clientèle, aujourd'hui, tu accompagnes combien de cabinets? Alors, pour la partie recrutement, c'est vraiment une prestation one-shot. Donc, ça veut dire qu'il y a un cabinet qui a besoin d'un collaborateur, je vais l'accompagner sur un mois. Sur un mois, en général, j'accompagne 4 cabinets sur cette problématique-là, en sachant que c'est une prestation que je valorise à date à 4 000 euros, donc à un paiement en one-shot. Tout le monde me dit de l'augmenter. Parce qu'en face, on a des cabinets de recrutement qui prennent des pourcentages de salaire annuel brut qui vont à minimum 7 000 à 8 000 euros. Donc ça, c'est en cours de réflexion à voir ce que j'en fais. Donc ça, c'est côté recrutement, donc 4 fois 4 000 euros en moyenne. Et côté ads, tous les mois, on intègre des nouveaux cabinets. Là, on a une moyenne à peu près de 2 nouveaux clients par mois côté ads. Je sais que c'est quelque chose que je peux vraiment booster. Mais vu que c'est des clients qu'on maintient enfin, tous les mois, ça me fait un récurrent qui monte au fur et à mesure. Là, on accompagne une dizaine, on va dire un peu moins d'une dizaine de cabinets. C'est vraiment excellent parce que tu es l'accompagnatrice, on va dire de la croissance, mais dans tous les sens du terme, autant au niveau acquisition clientèle que acquisition de nouveaux talents. Donc tu peux aider les deux grands pôles de toute boîte de service, hein, c'est-à-dire la vente et le recrutement. C'est incroyable, tu peux les accompagner. Enfin, en fait, il n'y a pas de limitation logistique à ce que tu peux faire pour eux. Donc c'est magnifique. Idéalement, c'est ça. Certains clients que j'ai en ads, à terme, ils auront éventuellement des problématiques de recrutement. Donc finalement, c'est l'un dans l'autre. On essaie d'être sur ces deux points-là en priorité. Ah bah c'est magnifique. Donc en 8 mois, tu as largement dépassé la barre, on va dire la fameuse barre le seuil des 10 000 euros par mois. Donc c'est magnifique. Déjà bravo pour le côté chiffré, surtout bravo pour ce que tu as construit parce que au-delà des chiffres, les moyens que tu as mis en place, la délégation, c'est super intéressant. Quand tu délègues ta production, c'est en interne ou en externe? C'est des sous-traitants ou c'est des employés? Alors la délégation, c'est en externe, c'est des sous-traitants, mais c'est un ami de mon frère, du coup, qui est quand même sous-traitant juridiquement parlant. J'en ai testé d'autres et finalement, je me suis rendu compte enfin, faut vraiment tester un maximum de sous-traitants pour voir lequel match le plus avec ta manière de travailler. Et finalement, c'est celui avec lequel on échange le moins. Parce qu'on a un Notion, on met tout dessus et limite on s'envoie quelques WhatsApp pour voir où ça en est. Toutes les semaines, moi de mon côté, je surveille les campagnes, je lui fais un petit point. Enfin vraiment, c'est assez fluide. J'avais tenté les plateformes type Fiverr, Ouais. Upwork, etc. C'est ce que je suis en train de regarder là pour la partie délégation de la partie un peu plus prospection. Sur ce côté-là, ouais, je suis encore en train de chercher, mais globalement, il y a quand même pas mal de prestataires qui sont assez qualitatifs Est-ce que sur tu ça. aurais un bon conseil pour quelqu'un qui fait la production lui-même en ce moment et aimerait éventuellement déléguer pour choisir son Alors, sous-traitant ou autre? ouais, moi, il y a peut-être 2 conseils. Le premier, c'est que pendant longtemps, je voulais tout faire moi-même. Vraiment, je voulais pas du tout déléguer et je me suis rendu compte que ça me bloquait dans ma croissance, clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que derrière, j'avais des mois en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a un mois où je faisais un client en recrutement, l'autre trois, l'autre, enfin, c'était pas du tout régulier. Et en termes de sélection du sous-traitant, faut vraiment en tester plusieurs, même si bon, c'est un peu plus chronophage au début. Derrière, le temps que ça nous fait gagner quand on trouve la bonne personne, vraiment, c'est top. Vraiment, c'est top. Donc, il faut pas du tout hésiter et le faire le plus tôt possible. Et aussi, dernier point, j'ai mis en place pas mal de process dans Notion, des procédures, etc. Ça, c'est justement bah, Maud, dans le coaching que j'avais fait. Ça, je l'avais pas mentionné pendant les mois qui ont fait que l'agence a débloqué certains paliers. Bah, j'ai été accompagnée par ton accompagnement, Valentin, AGS. Et Maud, ma coach, avait vraiment mis l'accent sur ça. Créer des notions, des process, etc. Au début, je voyais pas trop l'intérêt, mais avec le temps, je me suis dit, non, mais tous les jours, je me remercie de l'avoir fait et je la remercie elle-même de me l'avoir recommandé parce que ça fait gagner énormément de temps. Vraiment, c'est game changer. Ouais, les process, c'est de l'anticipation avant tout. Donc, c'est sûr qu'au début, on voit pas forcément l'intérêt. Et puis, le jour où on se trouve confronté à la situation que ce process est censé anticiper, bah forcément, Exactement. on est heureux de l'avoir. Ok, donc c'est Ouais, super intéressant. Donc, finalement, tester pas mal de sous-traitants et puis aller chercher celui avec lequel tu as le meilleur feeling, avec lequel c'est le plus fluide. C'est vrai que ça me semble intéressant parce que moi, je suis
fan de standardisation. Donc, les process dont tu parles, ça en fait partie, mais les interlocuteurs aussi avec qui on travaille, ça en fait partie. Dans le sens aussi, on bosse toujours avec la même personne. Bah, on se connaît, on sait, on peut déjà calculer facilement les devis parce qu'on connaît les pricing de la personne avec qui on bosse au quotidien. On sait quel type de cahier des charges il a envie de recevoir pour travailler correctement. Enfin, ça facilite tout, c'est génial. Ah, mais clairement, clairement. Et aussi, avec les autres sous-traitants avec lesquels j'avais travaillé, il y avait aussi un temps de réaction, un temps de réponse qui était plus ou moins long. Et moi, je sais que j'aime bien quand les choses sont plus ou moins réactives pour débloquer rapidement les points, etc. Et finalement, ce sous-traitant-là, c'était le plus réactif, le plus... enfin, il y en a d'autres qui étaient réactifs également, mais vraiment, c'est nos critères à nous qui vont faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des prestats. Et dans ton cas personnel, qu'est-ce qui fait que tu as hésité avant de déléguer la production? Parce que généralement, j'entends la perte de contrôle ou la baisse de la rentabilité. Toi, dans ton cas, qu'est-ce que c'était? Moi, peut-être que c'était un mélange des deux, finalement, avec peut-être plus la perte de contrôle, parce que je voulais vraiment que le travail soit qualitatif pour que la personne derrière elle re-signe, surtout pour la partie ads. Et finalement, je me suis rendu compte que là, je travaille avec une personne qui s'y connaît mieux que moi dans Google Hmm. Ads. Vraiment, plusieurs fois, je lui demande de m'expliquer certains points. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que finalement, j'ai trouvé la bonne personne parce que ça me fait gagner un temps fou. Ce que je fais avec certains clients, les situations que je débloque, finalement, la rentabilité qu'on perd, en guillemets, en travaillant avec un sous-traitant, on la récupère fois 1000 avec l'absorption de nouveaux clients. Donc, franchement, avec du recul, je vois pas un seul point négatif, on va dire, à la mise en place de la sous-traitance, clairement. Ouais, en fait, ça revient toujours à une capacité à vendre parce que finalement, le calcul de la rentabilité, il est valable que si on n'a pas confiance dans sa capacité à vendre, dans le sens où effectivement, si on a peu de clients, vaut mieux les faire soi-même pour garder l'argent. Mais du moment qu'on est capable d'en générer de nouveaux, bah, vaut mieux déléguer la production parce que le temps de production est plus chronophage que le temps de vente. Hein, c'est plus long de produire que de closer un client. Et donc là où on va se sauver une production, on peut ouvrir trois dossiers clients. Et donc, Exactement. ouais. Et d'ailleurs, t'arrives à garder une bonne marge? Quelle marge tu conseilles aux agences qui regardent la vidéo et qui pensent à sous-traiter? En termes de marge, on m'a toujours conseillé à peu près 60%. Enfin, c'est une marge, on va dire, qui nous permet derrière d'être assez confortable. C'est ce que j'ai mis en place. Et finalement, je trouve que ça marche plutôt pas mal en termes Ok. de... Enfin, lui il s'y retrouve, moi aussi. C'est un bon équilibre entre nous deux. Ok. Je voulais que tu confirmes parce que je conseille souvent 50-60%, mais comme tu as un background comptable, je me suis dit, toi, avec ton analyse un peu critique des Ouais, chiffres, qu'est-ce ouais, que ça ouais. donne? Donc, Non, mais c'est vraiment ça. C'est 50-60%. Franchement, c'est l'idéal, vraiment. bon, bah excellent. Et au-delà donc tu as créé des process, tu as trouvé les bons partenaires. Est-ce que tu as traversé des périodes plus problématiques pendant ton parcours de 7-8 mois? Parce que là, à t'écouter, on pourrait imaginer que c'était tout rose, que tu t'as Non, commencé, tu as signé un premier client en direct et bam, c'est parti. Est-ce que tu as eu des obstacles ou des moments plus bas que d'autres? oui, franchement, tout, enfin, c'est la vie, on va dire, de l'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, clairement. Ça m'arrive encore plusieurs fois de me dire, ah mince, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, etc. Moi, il y a vraiment un point enfin, avec du recul, le fait de choisir une niche, savoir à qui on s'adresse, ce qu'on propose, c'est les deux points qui vont débloquer tout le reste, vraiment. Parce que au début, pendant plusieurs semaines slash mois, je travaillais beaucoup avec pas forcément les bons résultats, enfin, si ce n'est aucun résultat, parce que je m'adressais pas aux bonnes personnes. Quand j'ai appelé, par exemple, en cold calling des paysagistes, bah, moi, j'y connaissais rien. Enfin, c'était compliqué derrière pour les closer. Et il faut vraiment choisir on va dire, sa zone de génie qui fait que derrière, on se sent à l'aise, on se sent sur le même pied d'égalité que notre interlocuteur. C'est pas forcément une niche, mais plus un centre d'intérêt qui fait que nous, on se fait confiance et on se sent capable de débloquer, on va dire, le closing derrière. Chose qu'au début, je n'avais pas du tout et qui a fait que pendant des mois, j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais. Donc vraiment, ça, c'est le point de départ à tout le reste. Avoir une œuvre qui fait que, enfin, ça facilite tout le process derrière. Je sais que toi, tu es parti au workshop de Hormozy, je crois. Oui. Et tu vois son équation, la valeur perçue, tu nous en parlais souvent dans les coachings, mais c'est vraiment ça. C'est, je pense, l'élément le plus sous-coté d'entrepreneuriat. C'est ce qui va faire que derrière, il n'y a aucune raison que la personne en face dise non. Si tu fais gagner du temps, que ça va vite, que c'est facile pour la personne avec qui tu échanges, derrière, tout est beaucoup plus simple. Et au début, ça, j'arrivais pas à l'intégrer. Et ça m'a fait Ouais. perdre beaucoup de semaines, mais ouais. En fait, ce que t'expliques, c'est que pour une niche, quand tu as une niche et que tu sais exactement à qui tu t'adresses, c'est plus facile de mettre en place une offre avec l'équation de valeur perçue parce que tu sais exactement ce que cette personne a dans la tête. Alors qu'en généraliste, bah, ton offre va forcément être plus, ouais, un peu plus légère vu que tu vas essayer de plaire à tout le monde, quoi.
Exactement. Et finalement, la personne en face, elle va se dire, OK, ben, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Alors que là, la prestation, on va dire, de recrutement, en fait, par un expert comptable avec CDD, etc., il y a plein de choses que j'ai accumulées qui font que, en face, la personne, elle a aucune raison, de dire non. Ouais, et t'échappes au fameux piège de la commodité dont Hormozy parle aussi, C'est ça. qui est le fait ouais, voilà, d'être un fournisseur de services qui se compare à tous les autres. Et si ça arrive, malheureusement, bah, il va être comparé sur son prix uniquement et ça devient la course au prix bas. Et bref, c'est la spirale infernale qu'on connaît. C'est ça. Et on a tous un domaine qui nous fait sortir du lot. Faut juste le trouver. Si c'est en termes de secteur ou de prestat, c'est l'un ou l'autre, mais ça, franchement, ça facilite énormément de choses derrière. Vraiment. Voilà, donc quelqu'un qui n'a pas un background comme le tien sur une niche qui a du potentiel, parce que toi aussi, il y a eu ce hasard-là que tu es sur une niche qui a donc du service B2B, ce qui est ce qu'on suggère Ouais, souvent, parce qu'il y a un fort potentiel économique, il y a une belle marge, ouais, etc. Donc tu es sur une clientèle intéressante. Quelqu'un qui n'a pas ce hasard-là d'avoir dans son background la bonne niche, il peut trouver, bon, il peut se créer une niche déjà. Toi, par exemple, les paysagistes, c'était pas ton kiff, mais pour certains, ça peut le devenir. Même si c'est pas super. votre métier à la base, ça peut devenir votre métier. En tout cas, vous pouvez apprendre le monde du paysagement pour être capable d'aider les paysagistes si ça vous plaît. Mais aussi, comme tu le dis, ça peut être le véhicule que tu vends, donc c'est-à-dire la solution. C'est exactement ça. C'est soit le secteur ou la solution ou les deux. Mais dans tous les cas, ça, enfin, il y a un moyen d'arriver là où on veut avec ces deux points-là. Vraiment, ça débloque pas mal de situations. Ouais. Pour donner un exemple, Maxence, que tu connais, que tu as croisé Ouais. à certains événements physiques et qui va passer sur la chaîne très bientôt, qui va repasser sur la chaîne bientôt. Lui, il est généraliste en termes de services, etc. Par contre, il s'intéresse uniquement au e-commerce. Donc, il va avoir sa niche, entre guillemets, c'est augmenter les ventes des e-commerce. Voilà. Il s'est créé une catégorie. Alors, c'est même pas vraiment une niche, c'est plutôt une industrie. Mais voilà, au moins, Ouais. il a La réduit le champ concurrence, du... c'est ça. Mais Ouais. ça, c'est franchement. Moi, je sais que là, en fait, ce qui se met en place aussi, c'est que ça facilite aussi la prospection, c'est qu'il y a de la recommandation aussi qui se fait. Et quand on est dans un secteur avec le même type de personnes, entre elles, elles se recommandent un prestataire, etc. Donc, tout est beaucoup plus simple quand on a ce point en tête. Chose qu'au début, j'avais pas forcément identifié. Et avec du recul, je me dis, mais si j'avais pu me donner un conseil, ça aurait été ça. Vraiment. C'est intéressant. Bah, justement, c'était un peu ma question suivante. Comment tu as trouvé tes clients? Donc là, tu me disais au début, donc ça a été vraiment la recherche de la niche plutôt. Ouais. Ensuite, ça a été la création de la bonne offre par rapport à cette niche que tu as choisie. Donc déjà, là, tu as dit que ça facilite les choses, qu'on a une offre qui est bien complémentaire avec la niche qu'on a sélectionnée. Ouais, complètement. Après, donc, quand tu as eu cette niche définie et puis cette offre définie, comment tu as fait pour trouver ton premier client? Parlons des deux premiers clients, par exemple. Comment tu as fait pour trouver tes deux premiers clients? Alors, les deux premiers, je suis allée dans un seul canal d'acquisition parce que finalement, je me suis rendu compte que si on se donne à fond dans un canal, c'est là où vraiment on voit les résultats. Pour moi, c'était LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, sur LinkedIn, il y a énormément d'experts comptables, de cabinets comptables qui commencent à communiquer là-dessus. Donc, il y a vraiment une ascension énorme là-dessus. Pendant des mois, je postais 2 posts hebdo qui ont en lien avec mathématiques, donc soit recrutement, soit acquisition client. Et tous les jours, je commentais X posts, j'interagissais avec X personnes, je mettais en avant un maximum vraiment mes offres. Et derrière, ben, ça s'est débloqué avec quelques DM sur LinkedIn d'experts comptables qui ont souhaité travailler avec moi. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y en a un des deux qui a accepté de me faire une vidéo témoignage que j'ai mis dans ma page VSL, enfin de vente. Et ça, franchement, ça m'a ouvert pas mal de portes après, quoi. Parce que Ok. entre confrères et experts comptables, il y a vraiment une notion de confiance. Et quand il y en a un qui recommande un prestataire derrière, ça va vite. Donc, si on résume ta stratégie, tu as créé une page de vente, donc un one page pour ton offre. C'est ça. À côté de ça, tu as ton LinkedIn qui était optimisé. Tu as Ouais, donc LinkedIn que tu as choisi parce que c'est là qu'étaient présentes les représentants de ta niche en fait. Et tu as interagi avec toutes tes cibles sur leurs publications, etc. Plus tu as publié, ouais, j'imagine, du ouais. contenu de Deux conversion fois par semaine. Ouais. 2 fois par semaine. Donc, ok, donc c'est même pas un rythme si soutenu que ça finalement. Non, Ça franchement. s'intègre bien. Ouais, Ok. vraiment, ça me prenait à peu près 1 heure par semaine. Ok, et derrière, tu écrivais en direct à ceux qui réagissaient à tes posts ou que tu avais activé par C'est de ça. l'interaction. Et je suis allée au-delà de ça, c'est-à-dire que là, ce que je fais, je vais sur des plateformes de recrutement. Je vois, on va dire, les cabinets qui recrutent et je contacte leurs dirigeants sur LinkedIn. Avec le temps, j'ai ajouté énormément d'experts comptables. Donc, il y a une chance sur deux pour que cette personne soit dans mon réseau finalement. Et donc, après, je lui dis, ah ben, j'ai vu votre offre sur Indeed, Météo Job, etc. Je sais que vous êtes en recherche. Je vous partage cette petite vidéo où j'explique rapidement ce que je fais pour les cabinets. Dans la vidéo du coup du One Page, j'explique en partage d'écran ce que je fais. J'ai créé une sorte de schéma
que je filme avec ma tête en bas, dans une bulle. Et il y a un bouton en bas Calendly. Et donc, l'expert comptable, il a juste à cliquer sur le bouton et réserve ses appels. C'est-à-dire que j'ai aucun expert comptable au téléphone, sauf via Calendly. Je me suis créé un tunnel de vente. Excellent. Et t'estimes qu'il te faut combien de leads, donc qui te découvrent par LinkedIn, pour combien de rendez-vous? Donc pour un rendez-vous, par exemple, combien de leads ou combien d'échanges tu dois avoir habituellement? Pour donner, parce que je sais que c'est une question qui va venir dans les commentaires de Ouais. combien de volume je dois faire pour avoir un résultat. Alors, pour reprendre l'exemple du cabinet qui recherche sur la plateforme, on va dire 1 sur 5 va réserver un appel, à peu C'est près. bon. Mais je relance, c'est-à-dire que je vais pas m'arrêter à un message. Je fais un deuxième message, donc une deuxième vague de messages à toutes ces personnes-là, jusqu'à ce que éventuellement la personne me réponde, ou bien à la troisième, j'arrête. Troisième relance, j'arrête le follow-up. T'as un CRM pour suivre un peu tes follow-up et tes Ouais, prospects? ouais, 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 tu te ouais, sers. j'ai pris PileDrive, celui que tu nous as Très bien. recommandé, et vraiment, ça structure mes journées. La première chose que je fais le matin, je vais dans PileDrive, je vais sur la petite icône pour voir ma journée, et je vois en fonction des priorités ce que je dois faire. Mais il n'y a aucun prospect qui sort du coup de mon champ de vision, vu que tout est centralisé là-dedans. C'est très cool parce que, bon, déjà, on précise quelque chose, mais dans la sélection de la niche, du coup, si quelqu'un veut choisir une niche ici en regardant cette vidéo, l'accessibilité du prospect est super important. Il faut que votre niche soit représentée sur un réseau social où vous pouvez les Ouais. contacter facilement. Toi, ça a été un game changer. Mm, mm. Donc, Ah, on vraiment. choisit la bonne niche, on crée une page de vente spécialisée sur cette niche avec une offre. Et puis toi, tu as mis, donc tu as dit une vidéo où tu expliques ton process de production. Et en plus, derrière, une vidéo témoignage. Donc là, c'est la page de conversion parfaite. Et derrière, tu bombardes sur LinkedIn auprès de cette niche. C'est vraiment intelligent comme méthodologie. J'aime beaucoup. Et est-ce que c'est toujours ce qui fait rentrer tes clients aujourd'hui? Là, on a parlé des deux premiers clients, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore ta stratégie principale ou est-ce que tu l'as fait évoluer? Alors aujourd'hui, c'est encore ma stratégie principale pour la partie recrutement. Pour la partie ads, on va dire que c'est que du LinkedIn et par recommandation aussi pas mal. Mais ouais, ads, c'est vraiment ce que je fais. Et il y a toute la partie dont je parlais sur les DM, ça, je vais le déléguer très prochainement. Donc ça va me faire gagner énormément de temps aussi. Et derrière, ça permet vraiment de structurer chaque pôle. Et je sais que tu nous avais recommandé de voir l'agence en 3 pôles. Tu sais, livraison, vente et Marketing. marketing. Ouais. Et du coup, vraiment, je sectorise comme ça. À terme, je vais mettre une personne dans chaque pôle et me dégager, on va dire, de la production. Mais finalement, c'est pas si compliqué. Avec du recul, en fait, c'est pas simple, mais c'est pas facile, mais c'est simple. Je crois que c'est ça. Ou l'inverse, je sais plus. Ouais, non, Mais c'est ça, c'est pas facile, mais c'est simple effectivement parce qu'il n'y a voilà, rien de c'est ça. complexe en soi. Il faut juste prendre son temps pour C'est chaque ça. pôle de créer les bons process, trouver ce qui fonctionne, donc la recette qui marche pour chaque pôle, et derrière, trouver la personne qui peut faire la recette à notre place. Et à partir de là, bah, les 3 pôles d'une agence sont externalisés. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour remettre tout le monde en contexte, c'est parce que quand ces 3 pôles sont délégués, eh ben, l'agence, globalement, on tourne toute seule. Hein. Si vous avez le marketing et la vente qui bossent ensemble à l'acquisition clientèle, qui tourne tout seul, et qu'en plus vous avez la livraison qui tourne tout seul, bah, vous avez une boîte qui tourne toute seule, et donc qui est valorisable, qui se revend, ou qui vous permet de partir en vacances et de vivre du cash flow qu'elle génère. Donc le but, en tout cas, c'est dans l'idée de la valoriser, mais ça peut Ouais, aussi être dans le but de se créer un lifestyle sympa, quoi. c'est ça. Complètement. Complètement. Donc toi, tu es sur cette voie-là et c'est ton objectif. Ouais, c'est mon objectif parce que j'ai envie de mettre d'autres choses en place dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je me dis qu'une fois que j'aurai tout automatisé, délégué, enfin, c'est pas à 100%, mais du mieux que je peux, après, je vais enchaîner sur d'autres projets, quoi. Tu veux rester en supervision et en faire ta machine à cash flow quotidienne, quoi. Exactement. Ah, c'est cool, c'est très très Comment cool. c'est ça? Et Ouais. est-ce que tu aurais, alors j'en profite, hein, vu que tu as un background de compta, est-ce que tu aurais un ou deux bons conseils pour la gestion quotidienne de l'argent d'une entreprise? Ou, tu sais, je vois beaucoup, forcément, hein, la gestion de l'argent, des fois, c'est pas un sujet facile pour tout le monde. Alors quand on gère en plus l'argent de son entreprise, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu as des bons conseils de compta Ouais. pour les gens qui nous écoutent? Alors, le premier conseil, c'est que l'argent de la boîte, c'est pas notre argent. Ça, c'est compliqué à intégrer, mais ça, faut vraiment l'avoir en tête. On peut pas faire ce qu'on veut de notre chiffre d'affaires. Malheureusement, c'est assez réglementé. Il y a un autre conseil que je donnerais, ça serait, si vous pouvez le faire sur votre banque professionnelle, de créer des sous-comptes. Et
par exemple un sous-compte pour la TVA, un sous-compte pour les impôts, etc. Et dès que vous encaissez, on va dire, imaginons que vous encaissez 1000 euros de votre client, vous savez que 200 euros c'est la TVA, 400 euros c'est le sous-traitant, enfin peu importe. Ça permet de compartimenter et d'éviter énormément de problèmes parce que même quand j'étais encore en cabinet comptable, il y avait des boîtes qui faisaient plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires par an et qui avaient des gros problèmes de trésorerie. Donc ça, vraiment, c'est le plus simple. Ça coûte même pas 10 euros dans certaines banques. Et ça, vraiment, ça enlève énormément de charges mentales. J'ai vu des histoires d'horreur avec des gens qui déclarent leur TVA à l'année et qui l'oublient Ouais, complètement, qui vivent avec la TVA en fait, et qui à la fin de ouais, c'est l'année se ça. retrouvent avec une facture de fou. Exactement. C'est ça. Ils Enfin, vivent sur la TVA alors que la TVA, du coup, c'est juste collecté. On la redonne après à l'État. Donc, on n'est pas censé y toucher. Mais ça, vraiment, quand on ne connaît pas forcément la compta, c'est des pièges dans lesquels on peut facilement tomber. au Québec, on peut choisir de la reverser soit mensuellement, trimestriellement ou Ouais, annuellement. Moi, je le fais au trimestre. Si c'est pareil en France, enfin, moi, je vous conseille de faire, alors peut-être pas au mois parce que le problème, c'est que c'est de la gestion en plus, mais au maximum au trimestre pour que ça ouais. sorte de votre compte le plus vite possible et que ça ne traîne pas et que vous le confondiez pas avec votre trésor. Ouais, complètement. Vraiment, le trimestre, c'est bien. Le mois, c'est encore le niveau au-dessus, mais le trimestre, c'est déjà très, très bien. Ouais, donc compartimenter l'argent dès qu'on le reçoit. Bon, bah, c'est un bon Ouais, conseil, effectivement. Merci. Et avec ma dernière plaisir. question, est-ce qu'il y a des livres ou des ressources qui t'ont aidé dans ton projet que tu pourrais partager à d'autres? Moi, le premier livre qui me vient en tête, c'est celui d'Hormozy. Celui sur l'offre? Oui, ça Ok. vraiment, j'ai adoré. Lui, il était incroyable. Et il y a un deuxième livre un peu plus, enfin, on y croit ou pas, mais c'est de Napoléon Hill. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, Euh, réfléchissez, devenez riche. C'est ça. Franchement, tout ce qui est visualisation, etc., enfin, je suis encore très, très loin de mes objectifs finaux. Mais déjà, quand je compare mon début 2024 à là où je suis maintenant, je l'ai visualisé plusieurs fois et finalement, je me rends compte que ça, plus du travail, bah, ça peut nous amener de plus en plus proche de nos objectifs finaux. Ouais. Bah, écoute, je suis carrément d'accord avec toi. Et tu vois, réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Effectivement, les gens s'imaginent que c'est du spirituel, alors que c'est plus de la neuro qu'autre chose, dans le sens où, Ouais, sans vous spoil, il parle globalement de manifestation, mais je mets des énormes guillemets parce que la manifestation est attribuée au monde du spirituel, etc. Et voir du développement personnel, mais en réalité, c'est simplement le fait de conditionner son cerveau à l'obtention d'un certain résultat. Et le fait de le conditionner à un résultat nous déclenche la discipline, la motivation pour mener les actions nécessaires à ce résultat. Donc c'est juste une méthode de conditionnement du cerveau pour avoir un résultat qu'on souhaite. Donc en fait, il n'y a rien de exactement. spirituel ou de trop ésotérique là-dedans. C'est juste une bonne méthode pour devenir riche et ça marche bien. Donc lisez le livre effectivement. C'est Donc clair, vraiment. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill et l'offre à 100 millions de dollars pour les versions françaises De de Hormozy. Alex Hormozy. Yes, les deux. Vraiment, ils sont top. Bon bah écoute, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Je suis content, on a couvert la plupart des sujets intéressants. Si vous avez des questions pour Camélia, posez-les en commentaire. On pourra faire une deuxième vidéo dans laquelle on viendra approfondir tous ces différents points. Et on a parlé de ton parcours, de ta façon de trouver des clients, etc. Qui est original, que j'aime beaucoup. Donc merci pour ton temps aujourd'hui, c'est très cool. À toi, Valentin. Vraiment, c'était top. On se dit à bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview vous a plu. Si vous avez des questions pour Camélia, des sujets que vous voulez qu'on aborde ou qu'on approfondisse dans une future vidéo, mettez-les en commentaire ci-dessous. Là, on a couvert pas mal de sujets différents, la délégation, la compta, la question clientèle. Il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, plein de choses qu'on pourrait approfondir. Et on se fera un plaisir, Camélia et moi, de faire une autre vidéo dans les prochaines semaines. Donc foncez en commentaire nous dire tout ça. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et si vous-même vous êtes en train de lancer votre agence ou votre activité de freelance et que vous cherchez des clients, je vous invite fortement à regarder la vidéo qui va apparaître à la fin de celle-ci. Elle va vraiment beaucoup vous aider. C'est la méthodologie que Camélia a suivie qui est détaillée. Donc foncez voir ça. Elle va apparaître à la fin de la vidéo ou quelque part au-dessus de moi ou autour de moi. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.